Alors, bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 18 janvier, il est 19 heures. Je me trouve actuellement à l'édifice Louis-Lepage, la salle du conseil municipal du 754, rue Saint-Pierre. Alors, évidemment, comme vous le savez déjà depuis un certain temps, mes collègues sont par visioconférence, donc à leur domicile. Alors, merci beaucoup d'être avec nous dans ce contexte bien particulier, puisque c'est notre toute première séance du conseil municipal de l'année 2021. Vous me permettrez, à mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal, de vous souhaiter une année 2021 empreinte de bonheur, de santé et aussi, nous l'espérons le plus rapidement possible, de jours meilleurs, qui vont nous permettre de nous revoir et de reprendre notre vie sociale habituelle. Mais évidemment, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation quand même toute particulière. Juste avant la rencontre de ce soir, donc la séance du conseil, mes collègues et moi avons été réunis avec les membres de la sécurité civile. Vous savez, le bilan jusqu'à maintenant, tout de même, est encourageant depuis une semaine. Le nombre de cas COVID-19 à Terrebonne est en baisse, donc c'est une bonne nouvelle. On sent aussi sur le terrain que les gens sont de plus en plus conscients et donc répondent positivement aux différentes directives de la santé publique. Je veux vous remercier. Je sais que dans cette heure où on a moins accès à des activités, plus que jamais, vous découvrez l'importance de nos infrastructures extérieures, de profiter du plein air, de profiter de l'hiver. Alors, je veux vous rassurer, puis je veux surtout vous dire que l'ensemble de l'appareil municipal travaille excessivement fort pour vous assurer des infrastructures les plus accessibles, évidemment, en compte de la réalité de la température. Dame Nature ne collabore pas toujours. Vous savez qu'au mois de décembre dernier, on a relevé que c'était l'un des mois les plus chauds depuis qu'on fait les relevés de température au Québec et au Canada. Donc, évidemment, ça a compliqué un petit peu la vie, notamment pour nos patinoires extérieures, mais je tiens quand même à vous souligner que depuis ce week-end, les équipes sont au déneigement des patinoires et on a bon espoir avec les arrosages des prochaines nuits, là, que même s'il y a déjà des patinoires qui sont praticables et accessibles aujourd'hui, qu'au cours des prochaines nuits, vous pourrez donc avoir accès à des patinoires de plus grande qualité. Alors, je pense que ces infrastructures sont importantes dans les circonstances, mais sachez qu'on fait tous les efforts nécessaires à cet effet. Je vous rappelle les nombreuses consignes d'accessibilité. Je pense que c'est important, puis vous les respectez. Tout le monde fait preuve de civisme. Nos différents opérateurs, notamment le groupe plein air Terrebonne, qui sont très sollicités, ils en sont bien heureux, sont aussi très actifs pour vous garantir des infrastructures à la fois sécuritaires, mais surtout de grande qualité. D'ailleurs, samedi, en pleine tempête, déjà la dameuse était présente dans la Trans-Terrebonne et vous étiez nombreux à pouvoir en profiter, notamment hier dimanche, pour les différentes activités de marche, course, ski de fond, vélo, de fight bike et évidemment de raquettes. Alors, merci à tous et je vous encourage à nouveau à en profiter. Je me permets de souligner qu'aujourd'hui, la direction des loisirs et de la vie culturelle a lancé une programmation qui va évoluer aussi dans le temps pour l'hiver 2021. Plus de 50 activités offertes par les différents partenaires, mais aussi par la Ville de Terrebonne, des activités qui sont en mode virtuel. Alors, je vous invite à visiter donc l'onglet « Quoi faire à Terrebonne » sur le site et la page Internet de la Ville de Terrebonne. Tous les détails vous seront. Et évidemment, il y aura des grandes primeurs qui vont s'ajouter au rythme des jours et des semaines. Je vais aussi profiter de l'introduction de cette séance du conseil municipal pour souligner à grands frais quand même la nomination récente de notre première femme capitaine au service de police de la Ville de Terrebonne. C'est une première dans l'histoire. Je pense que de voir notre service accueillir dans son équipe de direction Mme Marie-André Bouchard, qui se joint à la direction de la
police. Alors, au nom de mes collègues membres du Conseil, vous me permettrez donc de souligner et de saluer sa nomination qui est assurément une grande fierté pour celle-ci et pour l'ensemble du corps de police de la ville de Terrebonne. Alors, je vous remercie à tous. Bon début donc de séance du Conseil. Donc, pour l'ouverture de la séance ce soir, c'est proposé par M. Jacques Demers et appuyé par Robert Brisebois. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des membres du Conseil sur des sujets à l'ordre du jour. L'ordre du jour qui vous est présenté, 2 petits changements. D'abord, le retrait du point 17.3 de l'ordre du jour, mais l'ajout du point 17.4 par M. Éric Fortin pour une motion de félicitations qui seront présentées un peu plus tard dans la séance du Conseil municipal. Alors, nous arrivons donc au point numéro 4 par l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre dernier. Alors, c'est proposé par Robert Brisebois, appuyé par Brigitte Villeneuve. Alors, Monsieur le greffier, donc pour le dépôt des documents. Oui, merci. Donc, en 5A, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires du 9 et 16 décembre 2020, ainsi que des séances extraordinaires du 9 et 11 décembre 2020. En B, dépôt du certificat concernant le cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 777. En C, dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 30 novembre 2020. En D, dépôt du rapport des embauches et nominations du 1er au 30 novembre 2020. En E, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et fin d'emploi du 24 novembre au 18 décembre 2020. F, dépôt de la liste des paiements émis du 1er au 30 novembre 2020. G, dépôt du journal des écritures de budget 1er au 30 novembre 2020. H, dépôt de la liste des contrats entre 2 000 et 25 000 du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et en I, dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 du 19 novembre au 31 décembre 2020. Alors, merci, Monsieur le greffier. Alors, nous arrivons donc à la période de questions donc en ligne. Alors, je céderai donc la parole à notre représentant de la direction des communications et des relations avec les citoyens. Alors, Madame Audrey. Attendez, juste du côté droite. Ouais. Voilà. Donc, la première question provient de M. Dave Ouellette, résident au 171 de Chablis. Monsieur le maire, j'ai été outré d'apprendre que pendant que plusieurs travailleurs du milieu de la santé n'ont pas de vacances pour les fêtes, les élus des différents paliers de gouvernement ont eu la mauvaise idée de voyager sans considération pour les efforts collectifs que nous faisons pour traverser la pandémie. Étant moi-même travailleur du milieu de la santé et comme citoyen, pouvez-vous m'assurer qu'aucun élu de la ville de Terrebonne n'a voyagé à l'étranger dans les dernières semaines? Merci. Alors, bonsoir, Monsieur Ouellet. Alors, je veux vous rassurer, à tout le moins en ce qui me concerne, et j'ai discuté avec les membres du Conseil issus de ma formation politique et personne est allé à l'étranger avant aujourd'hui, là, donc depuis le début de la pandémie. Et puis, bon, je ne sais pas, je n'ai pas consulté l'ensemble des membres du Conseil à ce moment-ci, mais quand je regarde le visage de chacun, je vois personne de bronzé, donc je dois comprendre que c'est unanime au Conseil municipal. Alors, donc voilà, j'aurais tendance à répondre non pour l'ensemble des membres du Conseil municipal. Merci. Seconde question, Madame Chantal Tremblay, résidente du 942 rue Sarrazin. Bonjour, Monsieur le maire. Je suis propriétaire d'un immeuble à l'hippodrome rue Sarrazin et j'aimerais savoir à la demande de quel propriétaire vous avez eu une demande de changement de zonage car nous n'avons eu aucune assemblée de notre association de propriétaires à ce sujet. Je poursuivrai avec la suite des questions portant sur le même sujet. Monsieur Michel Lagacé, résident du 940-952 Sarrazin. Bonjour, Monsieur le maire. Suite à la modification du PAE 1010-001, je suis propriétaire de terrain sur ce PAE-2
Pourra-t-on autoconstruire mes terrains où je serai obligé de vendre à un promoteur investisseur pour qu'il construise l'ensemble du PAE-02? Monsieur Yves Duchesne, résident du 1169 rue Sarrazin. Bonjour, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a un risque de me faire exproprier par la Ville à la suite d'un refus de vente au promoteur pour ma maison située dans le PAE-02? Madame Richelle Lagacé, résidente du 1169 rue Sarrazin. Bonjour, Monsieur le maire. À la suite de la future construction du PAE-02, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de taxes pour ma maison qui fait partie du PAE-02 sur la rue Sarrazin? Madame Sylvie Samuel, 918 suite 906 rue Sarrazin. Advenant l'accord pour le développement du projet, qui devra payer les infrastructures si je décide de ne pas vendre? Y aura-t-il augmentation de taxes liées? Merci des précisions, Monsieur le maire. Monsieur Marc Gauthier, 956-A, rue Sarrazin. Bonjour. Avant de faire tous les changements sur les réglementations d'urbanisme, il y a, selon plusieurs intervenants, beaucoup d'étapes à franchir. Attention de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. 1. Qu'il y a vente de l'hippodrome, beaucoup de propriétaires ne sont vendeurs. 2. Les accès routiers, la rue de l'Or risque d'être engorgée rapidement. 3. Le promoteur immobilier repousse ses dossiers et achats depuis plus de 13 mois, sans compter les petits contracteurs locaux qui essaient de faire de la pression pour avoir leur part du gâteau. 4. Le terrain de l'hippodrome appartient à un OBNL. Malheureusement, plusieurs propriétaires riverains se sont fait dire que de l'argent de la vente leur revenait. Il y a donc ici un gros dossier à étudier pour que tout soit en règle, taxes, impôts, etc. Merci beaucoup. Et finalement, Madame Sylvie Samuel, 918 suite 906 rue Sarrazin. Advenant l'accord pour le développement du projet, qui devra payer les infrastructures si je décide de ne pas vendre? Et y aura-t-il augmentation des taxes liées? Merci des précisions, Monsieur le maire. Alors, comme vous le constatez, plusieurs questions sur un même dossier ont été posées ce soir. Alors, on a décidé de vous les regrouper et de vous donner un ensemble d'informations. Puis, il y a quelques questions qui se sont ajoutées auxquelles je répondrai aussi brièvement. Tout d'abord, merci à vous tous. Et donc, au nom des membres du conseil municipal, vous me permettrez de vous donner le maximum d'informations à partir des questions qui nous sont posées ce soir. Donc, tout d'abord, pour le moment, aucune demande de modification réglementaire n'a été déposée pour cette zone. C'est pourquoi vous n'avez pas reçu ni vu d'avis public à cet égard. Comme la Ville a adopté un règlement sur les plans d'aménagement et d'ensemble qui est en vigueur depuis le 12 mai 2020, dont le site de l'hippodrome fait partie, avant d'effectuer une modification réglementaire, le Conseil devra préalablement avoir approuvé un plan d'aménagement et d'ensemble, donc un PAE. La Direction de l'urbanisme étudie en ce moment une demande. Après étude et analyse, le PAE sera donc soumis au Comité consultatif de l'urbanisme pour recommandation au Conseil municipal, ce qui n'est pas le cas ce soir, évidemment. Lorsque le plan d'aménagement d'ensemble PAE sera approuvé, la Ville devra modifier ses règlements d'urbanisme pour correspondre au plan proposé. Advenant que la réalisation d'une nouvelle rue publique soit nécessaire, des étapes supplémentaires seront requises. Toute demande de construction ne correspond pas aux règlements d'urbanisme qui découlent du plan d'ensemble, ne pourront pas être autorisées. D'autre part, la Ville n'a pas l'intention de procéder à une ou des expropriations dans ce projet. Le requérant de la demande de PAE peut de gré à gré négocier toutefois une ou des acquisitions avec d'autres propriétaires du site. Notez toutefois que selon la loi sur les expropriations, une municipalité peut déposer un avis d'expropriation pour des cas d'utilité publique. Alors, en bon français, pour les gens qui nous écoutent, une ville ne peut pas faire une expropriation dans une intention d'une utilité privée. Alors ça, je pense que c'est important ce soir de clarifier cet aspect. Certaines questions attrait quant à l'enjeu des taxes et tout ça. Je pense que c'est important de souligner que d'abord, c'est trop tôt à ce stade-ci de connaître si ce futur projet aura un impact sur le compte de taxes des citoyens du secteur.
Il faut souligner, comme toute chose, que lorsque des investissements, ça peut générer donc à la hausse les valeurs foncières de l'ensemble d'un quartier, comme ça arrive sur l'ensemble du territoire de la ville de Terrebonne. D'ailleurs, depuis 1 an, la plupart des évaluations moyennes sur le territoire de la ville de Terrebonne ont cru de 14 %. Alors, évidemment, tout ce qui peut augmenter peut aussi diminuer dans la prochaine année, mais globalement, la réalité des valeurs foncières peut être créée lorsque des investissements dans un secteur, mais en même temps, le bénéfice du propriétaire foncier est aussi intéressant parce qu'il devient propriétaire d'un bâtiment qui a une plus grande valeur. Par ailleurs, quant aux questions qui sont liées aux charges, vous savez, à la ville de Terrebonne, toutes les charges, lorsqu'il y a création d'un quartier, etc., les charges sont toujours envoyées vers le promoteur et donc, ultimement, vers, le cas échéant, vers les futurs acheteurs de ces propriétés qui vont bénéficier de ces nouvelles infrastructures. Donc, c'est important de souligner que pour les citoyens qui ne résideraient pas sur ce terrain-là, sur ces terrains qui pourraient, je dis bien au conditionnel, se développer, ne seront pas affectés sur leur compte de taxes par ces investissements donc au niveau des immobilisations. Quant à la question au niveau de la circulation, comme vous le savez, dans le plan d'ensemble et d'aménagement, la Ville a donné une obligation qu'il y ait un lien direct entre le boulevard Grande-Allée et donc le secteur qui pourrait donc se développer de façon à s'assurer que les résidents, par exemple sur les rues qui ont été nommées pendant la question, ne se retrouvent pas avec un afflux supplémentaire de circulation. Alors voilà, j'ai tenté de répondre à cet ensemble de questions, mais ce que je peux dire aux différents citoyens, c'est qu'aujourd'hui, c'est prématuré de sauter aux conclusions. Il y a beaucoup d'étapes qui devront être franchies et on est loin aujourd'hui qu'une pépine va être là demain matin pour quelconque projet. La population va naturellement être informée, notamment par le biais d'avis publics. Alors voilà, c'est ce qui complète ma réponse à ces différentes questions. Est-ce que notre responsable de l'urbanisme est avec nous à ce moment-ci? Oui. Madame donc Chicoine, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a des précisions qui doivent être faites à partir des réponses que je viens de donner? Non, vous avez répondu parfaitement aux questions. Peut-être ajouter effectivement que les frais, s'il y en a pour développer une rue, ou ça va être toujours le promoteur qui devra les assumer. Mais vous avez parfaitement répondu, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien appris les informations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Donc, c'est ce qui met un terme donc à cette première période de questions. Alors, nous arrivons donc au point 8.1. Alors, Monsieur le greffier, alors je vous cède donc la parole. Merci. À l'article 8.1, il est résolu que le conseil municipal prenne connaissance du dépôt du mémoire de la Ville dans le cadre des consultations prébudgétaires du budget 2021-2022 du gouvernement du Québec. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.2... Monsieur le maire, j'aurais juste une question pour cet élément-là, de précision, en fait. Oui. Oui, dans 8.1, dans le mémoire, vous faites référence, en fait, là, au plan de la piscine dans la croisée urbaine, ce qui est noble, là, ce que je suis d'accord, en fait. Là. Juste un élément. Ben, d'ailleurs, je tiens juste ça, dommage, en fait, que j'ai appris que la subvention du gouvernement du Québec, là, que nous avons demandé a été refusée. Je l'ai appris dans ce document-là. Là. J'aurais aimé ça de l'apprendre, évidemment, autrement. Ma question est la suivante, c'est que considérant que là, il y a eu une refus pour la piscine, en fait, dans le secteur de la croisée urbaine, pour mieux guider les citoyens, là, on parle vraiment du secteur, là, mon secteur, en fait, le projet du Costco, donc à la jonction de la 40 à 640. Donc, la Ville a un projet, évidemment, de construire une piscine intérieure à cet endroit-là. Je voulais juste savoir, c'est quoi l'impact? Parce que c'est sûr que le PTI, on se basait beaucoup sur cette subvention-là, et dorénavant, maintenant, c'est quoi l'impact? C'est quoi la suite des choses, considérant que cette subvention-là est refusée?
Bien, d'abord, je veux vous rassurer d'une chose. D'abord, l'information quant aux lettres, quant au programme, à la participation de l'ensemble des villes ont été expédiées, je pense, à quelques jours de Noël. Et même, on a dû renvoyer une nouvelle copie de notre mémoire parce que le mémoire, à ce moment-là, faisait plutôt référence à l'attente d'une subvention. Vous venez de voir la version qui a reviré un petit peu cette partie-là, pour laquelle on demande au gouvernement de réinjecter dans le prochain budget des sommes d'argent. Quant à ce programme-là, il faut savoir que le gouvernement a eu des demandes pour 1,5 milliard, pour lequel il avait un budget fédéral-provincial de un peu moins de 300 millions. Alors, tout ça pour vous dire là, que plus de 85% des demandes ont été refusées en termes de valeur et de projet, ce qui a provoqué dans bien des municipalités des attentes parce que plusieurs attendaient après ces décisions. Cependant, comme beaucoup de villes, nous revendiquons dans le prochain budget à ce qu'il y ait une nouvelle injection sur deux aspects. La première, parce qu'il y a des besoins sur le terrain dans l'ensemble des régions du Québec. La deuxième chose, pour la relance économique, mais ce type d'infrastructure-là peut rapidement capitaliser des investissements pour remettre l'économie en action. Alors, c'est ce qu'on défend un petit peu dans notre mémoire. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse là, que je peux vous donner avec quant à la piscine. Maintenant, l'orientation de la Ville est claire, c'est de maintenir le cap. C'est donc aller en appel, en appel d'abord pour choisir les plans et devis, d'aller de l'avant par la réalisation et donc de ne pas perdre de temps, même si nous n'avons pas obtenu de subvention. Donc, évidemment, on revendique des sommes d'argent, mais nous n'allons pas attendre le moment où le gouvernement pourrait nous l'octroyer. Ce que je dis souvent, c'est que puisque plusieurs infrastructures qui ne vont pas se construire dans le même 3 mois, hein, on voulait commencer avec la piscine, par la suite le centre communautaire et la bibliothèque, alors et le stationnement là, pour les gens qui suivent le dossier. Et on va vraiment vouloir y aller de façon que ça se fasse successivement, mais les chantiers ne vont pas s'entremêler en même temps non plus. On va vouloir que les plans et devis se fassent tous en même temps, mais qu'on donne une bonne séquence assez rapide pour ces infrastructures-là. Donc, ça, c'est l'intention, c'est l'objectif que nous donnons. Puis, ce qu'on souhaiterait, évidemment, c'est donner le contrat pour les plans et devis, donc, cette année, et évidemment qu'il y ait réalisation de ces plans-là, puis par la suite, appel de soumission et construction là, qui vont venir dans des délais comme on l'avait prévu au PTI. Maintenant, quant à l'impact sur le compte de taxes, vous conviendrez donc, dans un premier temps, que c'est un montant d'argent qui est réparti à l'ensemble de la ville, parce que la piscine, c'est pas la piscine des citoyens du quartier, c'est la piscine de l'ensemble des citoyens de Terrebonne. Et donc, ces infrastructures-là, que ce soit le point de service de la bibliothèque ou le centre communautaire, bien, les gens du secteur Lachenay ont payé pour le centre Angora, ont payé pour les différentes bibliothèques sur le territoire. Alors, ce sera la même chose. Donc, nécessairement, il n'y aura pas d'impact direct autre que les cibles qu'on s'était données dans notre plan d'investissement et le plan d'immobilisation qu'on s'était donné. Est-ce que ça répond à votre question par rapport à ce sujet-là? Oui, super. C'était très clair. Mais merci de la précision. Merci. Alors, je présume, j'ai dit qu'il était proposeur secondaire, donc c'est adopté. On arrive en 8.2, M. le greffier. Avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement spécifique temporaire 788 visant à remplacer le règlement 757 pour une période de 14 mois concernant la garderie L'Écureuil située au 721 Montémasson. Alors, l'avis de motion est donné par M. Simon Paquin. À l'article 8.3, il est résolu que le conseil municipal accepte la promesse d'achat par la copropriété Terrebourg en faveur de la ville de Terrebonne pour une somme totale de 91 105 $. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 9.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 538 décrétant des travaux d'aménagement du parc Marcel de la Sablonnière afin de modifier le bassin de taxation B et afin de diminuer le montant de l'emprunt de 4,1 millions à 4 46 000 soit adopté sous le numéro 538-1.
Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.2, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 668 décrétant des travaux sur le chemin Gascon et un emprunt de 5,3 millions afin de modifier le bassin de taxation et l'annexe B1 soit adopté sous le numéro 668-2 et que le conseil municipal remplace la tenue de registre par la consultation par appel de demande écrite et ce, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. À l'article 9.3, il est résolu que le conseil municipal abaisse à nouveau à 0 % le taux d'intérêt annuel exigé pour les taxes et compensations imposées et que le taux à 0 % soit applicable sur l'ensemble de toutes les créances dues à compter de leur date d'exigibilité et qui sont en souffrance, et ce à partir du 1er mars 2021 jusqu'au 11 mai 2021. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.1, il est résolu que le règlement concernant la gestion des matières résiduelles soit adopté sous le numéro 729 en remplacement du règlement 566. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 10.2, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville soit adopté sous le numéro 501-4. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. À l'article 10.3, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 778 concernant les honoraires professionnels requis pour les plans et devis, décrétant les travaux préparatoires de l'échangeur au-dessus de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova et prévoyant un emprunt au montant de 5,1 millions. Alors, l'avis de motion est donné par Serge Gagnon. À l'article 10.4, il est résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la société Les Entreprises Rollet Électrique pour le service d'entretien électrique dans les immeubles pour un montant de 1,3 million, et ce, pour un contrat d'une durée de 5 ans. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Les demandes de dérogation mineure en 11.1. Donc, au point A, le projet concerne le 13-18 rue du Saguenay. Il est résolu que le conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de régulariser une marge latérale de façon à permettre la réduction de la marge latérale du garage isolé à 0 mètre, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 1 mètre. Il n'y a pas eu de commentaires écrits. Pour aucune des 5. Pour tous les points, c'est le même proposeur. Parfait. Donc, en point B, le projet concerne le 4920 boulevard de Hauteville. Il est résolu que le conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de régulariser l'implantation d'un bâtiment accessoire de façon à permettre la diminution de la marge avant à 1,01 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 2 mètres. Au point C, le projet concerne le 2970 rue Joanne. Il est résolu que le conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but d'autoriser l'opération cadastrale pour créer 2 terrains indépendants, de façon à permettre la diminution de la marge arrière à 6,1 m plutôt que les 7,5 m exigés par le règlement. En D, le projet concerne le 868 rue de la Massawipi. Il est résolu que le conseil donne suite à la recommandation suivante du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de régulariser l'implantation d'une piscine creusée, de façon à permettre que la piscine soit implantée à 0,51 m de la ligne arrière, alors que le règlement prévoit qu'elle doit être restituée à 1,5 m de la ligne arrière. Et finalement, au point E, le projet concerne le 2145 rue Charbonneau. Il est résolu que le conseil donne suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de réduire la largeur minimale des lots projetés 1 et 2 et de réduire la superficie minimale du lot projeté 2 de façon à permettre la réduction de la largeur minimale du lot à 13,6 m, alors que le règlement prévoit 15 m, la réduction de la largeur minimale du lot 2 à 14,03 m, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 15 m, et la réduction de la superficie minimale du lot 2 à 436 m², alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 440 m². Alors, pour l'ensemble de ces dossiers, il n'y a pas eu de commentaires écrits, donc, soit des citoyens ou des voisins. Donc, pour l'ensemble de ces 5 dérogations mineures, elles sont proposées par Réal Leclerc, appuyées par Dany Saint-Pierre.
En 11.2, il est résolu que le Conseil autorise le greffier à rembourser les dépôts versés lors de l'ouverture de dossiers de démolition dans les dossiers suivants, où la demande A concerne le 2345 Côte de Terrebonne et la demande B concerne le 1361 rue Athanas. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. En 11.3. Concernant les usages conditionnels, au point A, le projet concerne le 8651 chemin du curé Barrette. Il est résolu que le Conseil accorde la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'agrandissement de l'usage dérogatoire protégé par droit acquis. En B, le projet concerne le 1425 chemin Gascon. Il est résolu que le Conseil accorde la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'usage résidentiel habitation classe F, multifamilial 13 logements et plus. En C, le projet concerne le 1902 rang Charles-Aubert. Il est résolu que le Conseil accorde la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage service de réparation automobile. Et finalement, en D, le projet concerne le 487 boulevard de Terrebonne. Il est résolu que le Conseil municipal refuse la demande d'usage conditionnel pour autoriser l'agrandissement de l'usage dérogatoire protégé par droit acquis par l'ajout de bureaux administratifs. Alors, ces 4 éléments en A, B, C et D sont proposés par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Alors maintenant, on arrive en 11.4. Juste, M. le maire, j'aurais une question pour la demande B. C'est surtout de précision au niveau pour le greffier, en fait. Allez-y. OK. Juste savoir, dans le cas de B, il n'aurait pas été mieux de passer directement par une demande de changement de zonage? Là, je sais que c'est marqué usage conditionnel, mais on peut pas, de mémoire, là, je juste réserve, là, mais on peut pas changer, on peut pas passer par dérogation mineure là, pour attribuer un usage en fait qui n'était pas autorisé par le règlement. Là, je sais qu'ici, on y va par usage conditionnel, mais il n'aurait pas été préférable, là c'est une technicalité légale, là, de passer vraiment par un changement de zonage dans ce cas-ci. Donc, c'est juste une demande de précision. Pourquoi ici, ça a été utilisé, on a utilisé la demande d'usage conditionnel. Donc, c'est ma question pour la demande B. Alors, j'espère que Mme Chicoine est toujours avec nous. Je suis pas sûr. Oui? Oui, bien sûr. Okay. Non, c'est pas plus grave. Là. On peut me revenir. Là. Je veux pas. Mme Chicoine. Sur ça, mais de mémoire, là, c'est. Mais je suis présente. Je peux répondre à la question. Allez-y. Donc, c'est que cet usage-là est autorisé, en fait, au règlement de zonage dans cette zone-là, mais seulement sous usage conditionnel. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessaire de modifier le règlement puisqu'il est déjà autorisé, mais pas de plein droit. Okay. Il est autorisé via un usage conditionnel. On voulait s'assurer que si quelqu'un construisait du multifamilial dans ce secteur-là, ben, qu'il se fasse à des conditions bien précises. C'est bien? Vous comprenez? Oui, non, je comprends. C'est juste que de mémoire, là, c'est ça, au niveau juridiquement parlant, là, on ne peut pas faire une dérogation mineure sur un élément de zonage qui n'était pas autorisé. Mais je comprends votre question au niveau de l'aspect conditionnel, en fait, de la chose. Là. C'est ça, mais ce n'est pas une dérogation mineure. Non, ben c'est ça. Ben c'est justement de l'aspect de la conditionnel de la chose que vous venez de préciser. Là, donc, effectivement, ça répond à ma question. Merci. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc, tout ça est proposé par Dany Saint-Pierre et appuyé par Éric Fortin. Nous arrivons donc au point 11.4, Monsieur le greffier. Donc, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins sous le numéro 1000-033. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.5, il est résolu que le Conseil municipal adopte la version révisée du règlement modifiant le règlement 1001 afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins sous le numéro 1001-312. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 11.6, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement modifiant le règlement 1004-2 afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins sous le numéro 1004-2-003. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 11.7, il est résolu que le Conseil municipal adopte le règlement modifiant le règlement 1009
afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins sous le numéro 1009-006. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.8, il est résolu que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 1001-318, modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'agrandir des zones sur la montée Gagnon et la rue Marie-Josée, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande d'approbation référendaire par demande écrite individuelle, et ce, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.9, il est résolu que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 1001-325, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer une zone sur la rue des Laurentides et y autoriser les usages habitation de la classe B, C et D, ainsi que les projets intégrés, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande d'approbation référendaire par demande écrite individuelle, et ce, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. 11.10, que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 1001-326, modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'autoriser l'usage industrie d'aliments pour chats et chiens dans la zone 83-60-77, et que le conseil remplace l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire par une demande d'approbation référendaire par demande écrite individuelle, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.11, il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement 1010-001, modifiant le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble 1010 afin d'autoriser les usages habitation de la classe A et hébergement de la classe F dans le secteur hippodrome. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.12, il est résolu que le conseil municipal appuie la communauté métropolitaine de Montréal en déposant des demandes concernant le projet de loi 67 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 12.1, il est résolu que le conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer la convention de bail pour un montant annuel de 6 980 pour le stationnement situé à côté du 940 Montée-Masson, à intervenir avec les propriétaires de la salle La Québécoise, et ce, pour les années 2020 à 2023. Proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. À l'article 12.2, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement des subventions conformément au montant mentionné au projet de résolution. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 13.1, il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice des ressources humaines à signer la lettre d'entente 2020-01 avec le syndicat des employés manuels de la ville de Terrebonne. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. À l'article 16.1, il est résolu que le conseil municipal lève la suspension des achats publicitaires et des messages commandités sur les différentes plateformes des médias sociaux utilisés par la ville de Terrebonne. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. On arrive au point Point 17. 17.1. Donc, la proposition, elle est amendée. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je céderai peut-être d'abord la parole à M. le greffier là, pour nous faire lecture là, faire une lecture de l'ensemble de la résolution avec la modification inclue, là, pour que ce soit plus facile pour les gens qui nous écoutent. Donc, en 17.1, là, les attendus ne sont pas modifiés. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles mesures en vigueur jusqu'au 8 février 2021 pour limiter la propagation de la COVID-19. Attendu que la ville de Terrebonne a reçu 11 millions de dollars pour compenser les coûts liés à la COVID-19 et protéger les services municipaux. Attendu que l'offre de services plein air et culturels de la ville de Terrebonne doit demeurer sécuritaire et variée. Attendu qu'à l'instar d'autres grandes villes, il y a lieu que la ville de Terrebonne s'adapte en développant une programmation innovante d'activités culturelles et de loisirs accessibles sur le web. Attendu qu'il y a lieu d'encourager davantage la pratique de l'activité physique et des loisirs de plein air dans le respect des consignes sanitaires et des recommandations de la santé publique. Et là, le résolu est modifié par amendement. Il est résolu que le Conseil prenne acte des nouvelles mesures et initiatives implantées par la Direction des loisirs et de la vie communautaire, que le Conseil demande à la Direction des loisirs et de la vie communautaire de demeurer ouverte à recevoir d'autres nouvelles mesures et initiatives,
et que la Direction des loisirs et de la vie communautaire en fasse un suivi et rapport au Conseil. Alors, cette proposition amendée est proposée par Mme Nathalie Lepage, appuyée par M. André Fontaine et adoptée unanimement par le Conseil. Et qui va présenter l'amendement? L'amendement pourrait être fait par, donc par Éric Fortin, appuyé par Nathalie Ricard. Tiens, ça va, Mme Ricard? 17.2. Alors, faire lecture de la résolution avec l'amendement. Donc, à l'article 17.2, les attendus ne sont pas modifiés. Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé des nouvelles mesures en vigueur jusqu'au 8 février 2021 pour limiter la propagation de la COVID-19. Attendu que l'Organisation municipale de sécurité civile de Terrebonne est chargée de coordonner les efforts municipaux dans la gestion de la crise pandémique. Attendu le comité plénier spécial tenu le 8 janvier 2021 entre les membres du conseil municipal, la direction générale et l'OMSC de Terrebonne. Attendu qu'il y a lieu de créer un canal de communication régulier assurant la transmission transparente de l'information, la collaboration de tous les membres du Conseil et le partage de propositions afin de répondre aux besoins des citoyens dans le contexte exceptionnel de la pandémie. Et là, il y a un amendement pour le résolu. Il est résolu que le Conseil municipal mandate le coordonnateur de la sécurité civile de convoquer des rencontres régulières à laquelle devront être invités les membres du Conseil municipal, la direction générale et le coordonnateur de la sécurité civile. Donc encore là, ça va prendre un proposeur pour l'amendement. La proposition, elle est faite par André Fontaine, appuyé par Marc-André Michaud. Et les amendements, donc, sont proposés par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. Et c'est adopté unanimement par le Conseil. Bon. Voilà. Et le point 17.3 est retiré. Nous arrivons donc en 17.4. Faire lecture là, de la motion de félicitations qui est proposée par M. Éric Fortin, appuyé par Nathalie Ricard. Donc, attendu que les conditions climatiques très variables du Québec rendent l'entretien des patinoires extérieures plus complexe, attendu que nos équipes travaillent très fort jour après jour pour que les surfaces glacées soient ouvertes afin que les citoyens profitent de cette activité libre extérieure, attendu que les employés à l'entretien des patinoires extérieures de la Ville ainsi que les sous-traitants font chaque année de cette activité extérieure une réussite pour les citoyens. Donc, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne félicite et remercie les employés de l'entretien des patinoires extérieures de la Ville et les sous-traitants pour l'organisation et le travail entourant l'entretien de celle-ci et souligne leur professionnalisme et dévouement dont ils font preuve dans leur travail. Alors voilà. C'est ce qui donc termine les points dans la section numéro 17. Nous arrivons donc dans les prises de parole des membres du Conseil. Alors, je commencerai par M. Marc-André Michaud. Alors, la parole est à vous. Oui. C'est rare que je fais ça, mais je vais le faire dans ce cas-ci. J'aimerais souligner, en fait, l'initiative d'une citoyenne de mon quartier qui est Véronique Tremblay. Lors de la 1er janvier, en fait, avec ses enfants, et surtout dans sa rue, ils ont organisé je sais pas comment dire exactement le nom, là, en fait, là, mais ils ont un appel à tous pour que les gens puissent sortir de leur maison et se saluer pour le nouvel an et pour briser l'isolement surtout, donc dans le cadre de cette pandémie. Et l'initiative, elle a marché à un point que j'en parle aujourd'hui parce que les photos que j'ai vues, c'était juste incroyable. Et je crois que des initiatives comme ça, citoyennes, vaut la peine d'être soulignées en ce moment, surtout dans un contexte d'isolement, surtout dans un contexte qui est très difficile. Et donc, Mme Tremblay, je tiens à vous féliciter, vous et vos enfants, d'avoir fait cette belle initiative-là parce que les photos, honnêtement, que j'ai vues sont assez touchantes. Et donc, bravo pour cette initiative-là. Toujours si vous me permettez, maire, dans une deuxième intervention, toujours pour souligner encore des initiatives. Avec mes collègues, en fait, là, Nathalie Lepage et André Fontaine, on a également soumis l'idée, donc un concours là, qu'on soumet à nos différents citoyens de notre quartier, de participer à la création de bonhommes de neige. Je crois que même mes collègues du conseil municipal ont vu le nombre de publications sur Facebook sur ça. Et là, je vais sortir évidemment ma petite liste ici parce qu'on a quand même des concours, là, c'est quand même lié avec un concours, donc pour
soutenir l'achat local et encourager des entreprises de chez nous. Donc, les participants qui vont nous envoyer leurs images de leur bonhomme de neige auront la chance de gagner, donc, premièrement, une carte cadeau de 50 $ chez le Petit Monstre et deuxièmement, une carte cadeau de 30 $ chez le Coffre à jouets, qui est dans le secteur Lachenay, et également 2 billets, en fait, là, pour un accès familial au groupe Plein Air Terrebonne. Et je vous le dis, depuis ce matin, je recherchais des documents que j'avais reçus vendredi, mais j'ai tellement reçu de bonhomme de neige que ma boîte de courriel est complètement envahie. Continuez comme ça. Fait que par la suite, on va vous tenir au courant pour la suite du concours. Donc, encore une fois, c'est une initiative pour encourager les gens à aller dehors puis à essayer de sortir un peu de cette noirceur-là qui est cette période actuellement pour mettre un peu de sourire, en fait, là, dans le cadre de cette situation-là. Donc, voilà, Monsieur le maire. Merci. Alors, je cède maintenant la parole à Monsieur Simon Paquin. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, la Ville de Terrebonne qui sollicite votre généreuse collaboration pour la 4e édition de la collecte de sang des citoyennes et des employés de la Ville. Elle aura lieu cette année le 27 janvier de 9h30 à 19h30 à la Cité du Sport. Cette année, le thème est Soyons tous ambassadeurs. Alors, en effet, bien sûr, la situation actuelle, les collectes de sang sont un service essentiel et plus que jamais sont nécessaires. Alors, c'est une responsabilité citoyenne de maintenir notre réserve de sang, alors que seulement 3% des personnes admissibles font un don de sang. Nous avons besoin de 1000 dons de sang par jour pour répondre aux besoins de la population. En raison de la pandémie de la COVID-19, eh bien, la collecte aura lieu sur rendez-vous seulement et vous pourrez vous inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante jedonne@ema-québec.qc.ca ou en téléphonant au 1-800-343-7264. On recherche également une dizaine de bénévoles lors de cet événement. Il est possible d'envoyer votre candidature en ligne via le site web de la Ville de Terrebonne dans la section événements. Alors voilà pour la collecte de sang, c'est donc un rendez-vous. Et dans un deuxième temps, eh bien, j'aimerais bien vous parler de la politique de développement social qui franchit un pas, une étape de plus vers cette première politique de développement social pour la Ville de Terrebonne. C'est le moment pour les citoyens de Terrebonne de se faire entendre puisque les consultations ont débuté le 16 décembre dernier par le biais d'un sondage en ligne. Toute la population est invitée à y répondre. Alors, les différentes clientèles visées par la démarche de consultation sont les suivantes: les familles, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes aînées et les personnes handicapées. Comme vous pouvez voir, je pense que c'est l'ensemble de la population de Terrebonne qui est consultée. Et vous avez jusqu'au 29 janvier prochain, 23h59, pour répondre au sondage en vous rendant sur le site web de la Ville de Terrebonne, www.ville.terrebonne.qc.ca/développement social. À ce jour, nous avons près de 200 répondants. Plus vous serez nombreux à y participer, plus nous aurons une vue d'ensemble des besoins de notre ville en matière de développement social et nous pourrons reconnaître les caractéristiques spécifiques à chacune des clientèles visées. Permettez-moi aussi de remercier aussi le comité de pilotage qui regroupe plusieurs organismes qui trouvent le temps de contribuer à cette grande démarche de développement social sur notre territoire. Merci tout le monde. Merci, M. Paquin. Alors, je cède maintenant la parole à Mme Nathalie Ricard. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. En tant que présidente de la Commission de la culture, il me fait plaisir de vous annoncer que la Ville de Terrebonne lance aujourd'hui une nouvelle programmation d'activités virtuelles pour se divertir durant l'actuelle phase de confinement. C'est plus de 50 activités qui seront proposées à la population. Restez à l'affût pour ne rien manquer sur le site web de la Ville ou sur Facebook. Cette programmation est préparée depuis le 4 janvier dernier. Je tiens à féliciter nos équipes municipales qui ont su s'adapter pour présenter cette belle programmation à tous. Et une autre bonne nouvelle que je voudrais vous partager, vous êtes plusieurs à l'apprécier, le circuit illuminé à l'île des Moulins sera prolongé jusqu'au 28 mars prochain. Alors, bonne promenade à tous. Merci. Merci, Mme Ricard. Je cède maintenant la parole à M. Danny Saint-Pierre. Bonsoir, M. le maire. Merci pour ce moment. En tant que président de la Commission de sécurité publique, j'aimerais faire un petit rappel à
en ce début d'année aux propriétaires de chiens. Et oui, effectivement, les citoyens doivent obligatoirement renouveler leur médaille identifiant leur animal avant le 31 janvier de chaque année civile. Je tiens quand même à préciser qu'on est présentement en train de travailler afin de modifier cette pratique-là pour que la médaille soit valide pour une période de 12 mois. Donc, peu importe le moment de l'achat, ça permettrait d'avoir la médaille. Tu as ton chien en juin, mais ta médaille serait bonne de juin à juin. Ça te permettrait à tout le monde d'avoir payé pour 12 mois complets. Ben, pour cette année, la médaille demeure encore valide du 1er janvier au 31 décembre. Donc, et oui, le règlement 3501 sur la population animale prévoit une amende de 250 $. Je tiens à rappeler que cette amende-là, elle est conforme à la loi provinciale. C'est pas une décision municipale, mais il fallait se coller à la loi provinciale pour les gardiens de chiens qui ne respectent pas l'achat de licence avant le 31 janvier. Il est aussi exigé que la médaille soit attachée en tout temps au cou de l'animal. Je vous encourage donc à développer une nouvelle habitude. Pourquoi ne pas mettre une note à votre calendrier pour être certain de ne pas oublier votre toutou préféré? Il s'agit de la responsabilité des gardiens de chiens d'enregistrer leur animal. Imaginez si votre compagnon se blesse, s'égare et qu'il n'a pas sa médaille. Il devient alors plus difficile de vous ramener rapidement votre toutou préféré. Soyez proactif, 25 $ bien investis et 28 $ si vous la faites poster, parce qu'on s'entend que c'est ainsi peut-être un peu plus difficile en personne, surtout qu'il est à préciser que durant la période de COVID-19, présentement, la SPCA Laurentide-Lanaudière Basse-Laurentide, excusez-moi, a suspendu la tournée des domiciles. Donc, attendez pas la visite pour l'instant de la SPCA pour votre médaille de chien. Procurez-vous-la par Internet ou en personne dans certains établissements animaliers qui sont encore ouverts, qui sont considérés comme services essentiels, mais il y en a certains peut-être qui seraient fermés. Donc, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Terrebonne pour aller voir quel fournisseur les fournit en magasin. Et sinon, comme je vous dis, sur le site Internet de la SPCA, Lanaudière Basse-Laurentide. Et comme deuxième point, en mon nom personnel, en nom aussi comme président de la Commission de sécurité publique, mais aussi en tant que policier, j'ai une petite fierté, puis félicitations à Mme Marie-André Bouchard comme première femme capitaine à Terrebonne. Félicitations. Merci. Merci, M. Saint-Pierre. Maintenant, je cède la parole à Yann Maisonneuve. Oui, merci beaucoup, M. le maire. En fait, j'aimerais profiter du temps qui m'est accordé pour annoncer officiellement une bonne nouvelle pour les familles composées de 5 personnes et plus. Comme on l'a annoncé dans le budget 2021, vous pouvez dès maintenant demander gratuitement un deuxième bac supplémentaire pour le recyclage, donc le bac bleu. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de la Direction générale sur la gestion des matières résiduelles de la Ville de Terrebonne, dans laquelle la Ville revoit son offre de services afin d'augmenter la performance résidentielle de la collecte des matières organiques et aussi des matières recyclables. Donc, l'ajout du bac supplémentaire permettra de répondre de manière ciblée aux besoins particuliers des familles qui sont nombreuses, parce qu'on sait effectivement qu'il y en avait qui avaient quelquefois des problématiques pour remplir le bac. Donc, pour obtenir un second bac bleu, c'est assez simple. Il suffit de remplir le formulaire en ligne qui est disponible sur le site de la Ville. C'est à la page web de la collecte des matières recyclables. Donc, votre demande sera conditionnelle à la présentation obligatoire de preuves de résidence, dans le fond, pour chaque personne qui habite dans le foyer. Et la livraison des bacs va se faire à la fin de l'hiver, début de l'automne, début printemps, c'est-à-dire on parle à peu près de la mi-mars. Donc, on encourage les citoyens d'abord, naturellement, à toujours réduire sa consommation à la source, réutiliser les contenants, quand on parle des 3 ARV, de valoriser les matières résiduelles plutôt que les mettre à la poubelle. On comprend aussi avec la pandémie, etc., il y a beaucoup plus d'achats en ligne, là. Mais je pense que c'est important d'adapter des bonnes pratiques de tri, défaire les boîtes, les écraser, donc pour optimiser le bac avant de songer à obtenir un bac supplémentaire, naturellement. Mais si vous avez des questions, les citoyens sont invités à communiquer directement avec le bureau des citoyens pendant les heures d'ouverture, numéro facile, numéro habituel 450-961-2001. Donc, c'est ça. Merci.
Merci, Monsieur Maisonneuve. Alors, c'est ce qui complète donc les interventions des membres du Conseil. Nous arrivons donc au point 20. Prochaine séance du Conseil municipal. Je vous rappelle qu'elle se tiendra le lundi 8 février prochain à 19h, probablement sous la même formule que vous connaissez depuis quelque temps. Maintenant, nous arrivons donc à la deuxième période de questions des citoyens. Alors, je crois qu'on a reçu une question. Alors, voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc, la question se lit comme suit, François Duval, 884 rue Saint-François-Xavier. Monsieur le maire, pourriez-vous faire le point sur les demandes de démolition de la Globe Shoes et les bâtiments contigus sur les rues Chapelot, Saint-Jean-Baptiste et Louis-Lepage? Alors, est-ce que Mme Chicoine est avec nous? Oui. Je veux juste m'assurer. Alors, Mme Chicoine, peut-être nous dresser quelques éléments là, quant à ces demandes et Monsieur le greffier pourra plus parler des éléments là, de technicalité dans le contexte actuel là, qui s'en suivra. Alors, Mme Chicoine. Bonsoir, M. Duval. Effectivement, là, il y a eu affichage sur le bâtiment de la Globe Shoes et 4 autres bâtiments annonçant qu'une demande de démolition avait été déposée. Nous avons reçu en grand nombre des commentaires à cet égard-là sur une opposition pour la démolition de ces bâtiments-là. Donc, bien sûr, on en a pris bonne note. Et c'est pour ça que le 4 février prochain se tiendra une audience publique par écrit qui pourra prendre en considération tous ces courriels que nous avons reçus sur l'opposition de ce projet-là. De plus, mercredi, le 21 janvier, il y aura une annonce dans la revue concernant ce dossier-là et l'avis public là, annonçant la date de la prochaine audience, qui est donc le 4 février prochain. Pour la suite des choses, il y a l'audience et ensuite le comité de démolition pourra prendre position sur la demande que nous avons reçue. Donc, ça fait pas mal le tour des éléments là, que vous m'avez demandé, M. le maire. M. le greffier. Oui, donc en complément, merci Marie-Josée. L'avis public va être donné demain pour annoncer la consultation écrite de 15 jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme toutes les assemblées publiques en matière d'urbanisme, là, en fonction des arrêtés ministériels pertinents, comme c'est une audience publique, tout ce qui concerne le rassemblement de personnes est interdit en fonction des règles sanitaires actuelles. Donc, l'audience publique du comité de démolition est remplacée par une consultation écrite de 15 jours, comme c'est le cas pour toutes les assemblées publiques en matière d'urbanisme. Donc, l'avis annonçant l'avis public va être donné demain pour une durée de 15 jours jusqu'au 4 février, comme l'expliquait Marie-Josée. Petite précision à ce sujet-là, toutes les oppositions qui ont été reçues jusqu'à maintenant, les citoyens n'ont pas à nous renvoyer leur deuxième commentaire écrit. Ça va être précisé dans l'avis public, mais les commentaires qu'on a reçus à la première étape, à la suite de l'affichage sur l'immeuble, vont être pris en considération par le comité de démolition. Donc, ce n'est pas nécessaire pour les citoyens de nous renvoyer d'autres commentaires, là. Ils vont être pris en considération que les commentaires aient été faits au moment de l'affichage sur l'immeuble ou à la suite de l'avis public annonçant la consultation écrite, là, soyez sans crainte à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, merci, Monsieur le greffier. Donc, c'est ce qui met un terme à la deuxième période de questions des citoyens. L'ordre du jour étant épuisé, nous arrivons donc à la levée de l'Assemblée du Conseil. Il est maintenant 20 heures. Donc, c'est proposé par Monsieur Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Merci de votre présence en ligne à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne. Merci. Bonsoir. Merci.